Bonjour Maud, bienvenue. Merci Christelle, merci de ton invitation. Eh ben avec plaisir. Je commence toutes mes interviews avec la même question. Il s'agit d'une prise de température, mais on va dire plutôt une prise de confiance en soi dans la vie de manière générale. Quel est ton niveau sur une échelle de 1 à 10 de confiance en toi? Alors dans la vie, mais ça dépend des moments et de ce que je fais, mais si je fais une moyenne, je dirais entre 7 et 8. Super. Alors, pour continuer sur cette mise en bouche et se mettre à l'aise, je te propose de faire plus ample connaissance avec un portrait chinois. Alors, si tu étais un dessin animé, Mon voisin Totoro. si tu étais une mauvaise habitude, Manger du chocolat noir. si tu étais un sport, Sport. Si j'étais un sport, je sais pas pourquoi, mais là ce qui est bien, c'est du bobsleigh. génial. Si tu étais un livre, Un livre à Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. si tu étais une pièce de la maison, La véranda ensoleillée. si tu étais une cause, Ah. Si j'étais une cause, les migrants. si tu étais un animal, Un chat. si tu étais un élément, À l'eau. et si tu étais une valeur, La fraternité. super, merci pour ce portrait. Je t'en prie. J'embraye sur la vraie première question de l'interview qui est: quelle humaine es-tu? Oh. Quelle humaine je suis. C'est une belle question bien vaste. Je pense que dans humain, il y a déjà quelques éléments de réponse dans ce mot-là, ce terme. Pour moi, mes valeurs, donc, ce sont la fraternité, plus important, hein, la solidarité, la liberté, et, et je pense que le trio est, est suffisant là. Ouais. Et que fais-tu avec toutes ces valeurs au quotidien? Et ben, j'essaie de les mettre en œuvre dans les relations que j'ai avec mes voisins, avec ma famille, et avec moi-même d'abord. Voilà, la liberté et, et la compassion aussi, je rajouterais. Ouais. Super. Et que fais-tu dans la vie? Alors, dans la vie, beaucoup de choses. Mon activité principale, c'est de travailler comme psychologue. J'accompagne des gens sur un panel d'indications, que ce soit... il y a pas mal de... j'ai surtout des femmes, en fait, dans les gens que j'accompagne. Donc, on parlait de liberté et cette thématique, elle revient, elle est sous-jacente en fait à leur problématique. Hein. Comment être une femme libre aujourd'hui derrière ou malgré toutes les injonctions de la société, de l'éducation, du système scolaire, enfin cette, j'ai envie de dire ce passif, voilà, inconscient de voilà, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, comment je trouve ma place aujourd'hui dans ma famille, comment je m'autorise
à me consacrer du temps, à me faire passer en premier et à écouter la voix de mon cœur, mes vrais désirs. Et, et, et c'est marrant parce que je me suis rendu compte que que derrière la demande officielle ou consciente, derrière tout ça, il y a presque toujours c'est plus qu'un besoin, c'est une sorte d'urgence de se retrouver, quoi, d'aller vraiment vers qui elles sont. Waouh, c'est beau. Et j'ai pu constater qu'au quotidien, tu utilisais beaucoup d'outils, que ça soit, voilà, la psychologie, la méditation, le yoga, l'art créatif, Oui. le FT et cetera. Est-ce qu'il y a particulièrement un outil qui t'a marqué quand tu l'as découvert pour la première fois? Alors, bien évidemment, les outils que je propose en accompagnement, ce sont ceux que j'utilise, que j'ai découverts d'abord pour moi, pour avancer sur mon propre chemin, pour dépasser des moments où je me sentais coincée, j'avais l'impression de ne pouvoir avancer. Et donc, comme je les ai moi-même utilisés, je peux savoir comment ils fonctionnent et pouvoir les proposer à ceux que j'accompagne. Alors, est-ce qu'il y a un outil, c'est ça ta question? Un seul outil? Oui, celui que Ah, c'est dur quand de tu l'as choisir. découvert, qui t'a marqué, Mmh. J'en ai 2. eh vas-y. Je sors du cadre. Alors, le premier, ce serait les huiles essentielles, heu, parce que j'ai, été, heu, frappée par leur puissance et leur rapidité d'effet. Là, je parle de l'effet de l'inhalation, hein, pour apaiser, notamment l'anxiété, les troubles dépressifs, l'agitation. Donc ça, c'est mon premier outil, c'était magique et mon deuxième outil, ce serait l'EFT. Donc c'est une technique, psycho-énergétique qui consiste à, tapoter sur des points précis du corps. Ce sont des méridiens, énergétiques et de verbaliser les émotions, les sentiments, les pensées, qui sont associés à une problématique ou à une émotion qui est, récurrente dans notre vie. Pour pouvoir, accueillir déjà, rendre conscient tout ça, sans culpabilité, et puis ensuite pour pouvoir nettoyer et reprogrammer, le corps, le cerveau et les cellules avec des messages plus positifs et plus soutenants et c'est une technique qui date des années 90, donc on n'a pas beaucoup de recul, on n'a pas beaucoup de elle n'a pas été utilisée longtemps, mais il y a déjà pas mal de recherches, d'études qui ont été, réalisées sur l'EFT et qui montrent son efficacité, notamment sur les traumatismes et au début, elle était utilisée dans l'accompagnement des rescapés de la guerre, civile au Rwanda, et il y a vraiment eu des résultats très intéressants. Heu, cette technique, elle a permis de réduire tout le stress post-traumatique qui était lié à au vécu de ce drame, voilà. Donc voilà, ma deuxième technique, c'est l'EFT et c'est magique et j'adore. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la mode que tu étais et celle que tu es aujourd'hui et quel a été le rôle de ces outils justement dans ces changements? Mmh. La mode que j'ai été, ah là là, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs, plusieurs vies dans ma vie. La mode que j'étais à 20 ans n'est plus celle que je suis, aujourd'hui. Il y a eu tellement de je vois une sorte de papillon dans un cocon et puis un cocon qui s'ouvre et un papillon qui sort et puis comme ça des transformations successives. La mode que j'étais, c'était d'abord une petite fille très timide, réservée, qui manquait de confiance en elle, hem, mais qui avait quand même beaucoup d'amis.
Et puis ensuite, l'adolescente, je pense que c'était une adolescente qui se cherchait, mais qui avait déjà une grande curiosité et une grande détermination. Et puis, la jeune adulte, comment elle était cette jeune adulte, avide d'expérience, notamment j'ai découvert le yoga quand j'avais une quinzaine d'années, le yoga, il est venu dans ma vie quand j'avais 15 ans. Je l'ai pratiqué pendant peut-être 1 an avec un livre que j'avais trouvé chez moi par hasard. Et puis il est reparti, et puis il est revenu, puis il est reparti, et puis voilà, il s'est installé. Donc en fait, voilà, c'est des sortes de poussées comme ça, de période en période, qui font que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Et c'était quoi ta question? Les outils, comment les outils ont traversé ma vie, c'est ça? C'est ça, c'est quel rôle ils ont joué dans ce changement d'une mode à l'autre? Alors le yoga, clairement, ça m'a permis de trouver un espace à moi où je pouvais me déposer et accueillir qui j'étais, mes émotions, mon rythme. Vraiment, c'était comme un sas en fait, une sorte de sas. Les huiles essentielles. Après les autres outils, moi j'ai commencé plutôt par la j'ai découvert Jacques Salomé, un psychosociologue qui travaille sur la communication. Et j'ai lu un livre de lui qui s'appelle Si je m'écoutais, je m'entendrais, qui est toujours là dans mon top 10 de mes livres de chevet. Et voilà. Et là, ça m'a ouvert tu parlais de croyances limitantes tout à l'heure, des horizons. J'ai réalisé que finalement, ce que je pensais être ma réalité, la réalité, était en fait un choix. C'était une manière de voir le monde que je pouvais choisir de changer. C'était pas quelque chose de figé que je subissais, mais c'était quelque chose que je construisais, qui était en construction par des choix, des croyances, des pensées, une manière de voir le monde, une sorte de lunettes avec des verres de telle couleur que je pouvais choisir. Ça m'a ouvert des horizons extra que je pouvais choisir de changer en fait ces lunettes et de modifier un peu ma perception des choses. Et en modifiant ma perception des choses, je vivais les choses différemment. Voilà. Et c'est vraiment on va dire le cœur de mon accompagnement, qui est axé sur le corps et l'esprit pour revenir au cœur. C'est-à-dire que c'est un espace où on peut changer quelque chose de conscientisation et d'accueil, où on réalise que finalement, la vie, elle n'est pas figée, que les croyances ne sont pas figées, que ce qu'on vit, on a un pouvoir dessus en modifiant quelque chose chez nous d'abord. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Même si j'aurais plein de choses à dire encore. Donc globalement, la mode de quand elle était petite à la mode d'aujourd'hui, elle est quoi? Plus confiante, plus sereine? Elle est plus sereine, elle est plus complète, elle est plus solide. Super. Comment se déroule concrètement une séance avec toi? Alors, la première séance, souvent, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire la personne que j'accompagne que je vais accompagner me propose son histoire, me dit pourquoi elle vient. Ce qui a motivé, souvent, c'est des gens qui ont lutté intérieurement. J'y vais pas, souvent longtemps. Je sais que j'ai besoin d'y aller, mais si j'y vais, ça veut dire que je suis pas capable de faire face à mes problèmes tout seul. Et puis si j'y vais, ça veut peut-être dire que
il y a toutes les images du psy, en fait, qui remontent, qui sont là. Peut-être on va me prendre pour une folle, ou peut-être, voilà. Donc souvent, il y a une sorte de lutte intérieure. Et puis, c'est vrai qu'il faut du courage pour aller voir à l'intérieur ce qui fait mal, qu'on a peut-être mis sous le tapis pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, en se disant qu'on n'allait pas le voir. Mais comme on sait bien maintenant, ce qu'on cache revient avec plus d'ampleur. C'est Jacques Salomé qui disait ce qui ne s'exprime pas s'imprime. En fait, si on ne le fait pas sortir, si on le garde, ça, on somatise. Il y a des maladies physiques, psychiques. En fait, il y a un mal-être et on ne sait pas pourquoi. Et donc, il y a quand même cette urgence d'aller voir à un moment. Je ne peux plus faire marche arrière parce que dans ma vie, c'est devenu insupportable. Je peux plus faire autrement d'y aller. Donc, je saute le pas. Et c'est vrai que c'est une démarche qui est audacieuse, courageuse, difficile parfois, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont bien cachées, qu'on n'a pas du tout envie de voir. Donc souvent, voilà, au début de la séance, c'est ça. Dans ce qu'on me dit, j'essaie d'entendre ce qu'il y a derrière, parce que souvent, la demande consciente n'est pas la problématique que la personne vient apporter. C'est une porte par laquelle elle entre, qui est acceptable pour elle. Voilà. Moi, je me dis que je vais là parce que ça va pas avec mon conjoint, parce que j'ai des problèmes au travail, parce que j'arrive pas à dormir. Mais en fait, derrière, il y a quelque chose. C'est un chemin. C'est comme un chemin avec des petits cailloux. Et chaque petit caillou emmène, il y a un espace qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, ou bien le contraire, un grand chemin qui se referme, qui se referme, mais qui amène au cœur de quelque chose qui est vraiment là où il y a besoin d'aller, je n'aime pas dire travailler, mais d'aller creuser, d'aller toucher, d'aller rencontrer finalement. Et en fonction de ce que la personne me dit, ben voilà, ça fait écho en moi. Alors ça peut être, en ce moment, il y a beaucoup de défrichage autour des blessures de l'âme, parce que je me suis rendu compte que c'était commun à tous et que c'était là où on allait. En fait, c'est comme ça me fait penser à un oignon, un artichaut, et c'est toutes les couches qu'il y a besoin d'enlever. Tout ce qu'on a, toutes les croyances qu'on a construites par rapport à soi, souvent c'est par rapport à soi, dans le lien aux autres ou pas. Et il y a besoin d'aller enlever toutes ces couches pour arriver au cœur de cet oignon, de cet artichaut, qui est qui je suis, quels sont mes désirs profonds, et qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui. Sans c'est enlever en fait toutes les attentes et les projections de mon père, de ma mère, de ma maîtresse, de la société, des hommes, voilà, qu'est-ce que je suis derrière. Si mon père a voulu que je fasse médecine, ma mère elle voulait que je sois, je sais pas moi, sophrologue. Moi, je me disais que si je faisais ce métier, je gagnerais beaucoup d'argent. Et en fait, derrière tout ça, qu'est-ce que je veux? Parce que j'étouffe en fait. C'est comme si c'était des vêtements, plein de vêtements, plein de vêtements. Et puis j'étouffe, j'ai besoin d'enlever ces vêtements pour aller voir en dessous. Déjà, je peux mieux respirer. Je peux, voilà. Maintenant, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Et ça me fait penser, je parlais des 4 accords Toltec tout à l'heure. C'est ce qu'il dit dans son livre, Don Miguel Ruiz. Il ne parle pas que des 4 pratiques, des 4 accords principaux. Il dit que c'est ça. Il dit que dans la société, on a conclu des accords inconscients avec notre père, notre mère, les milieux dans lesquels on évolue. Et c'est comme ça tisse des toiles, c'est comme des toiles d'araignée qui nous retiennent, mais qui nous limitent aussi, qui nous étouffent. Voilà. Et souvent, c'est des accords qui ne vont pas dans le sens de notre bien-être. Voilà. Par exemple, je ne sais pas moi, j'ai conclu avec mon mari, avec moi-même, parce que j'ai vu que dans
mon modèle familial, ma mère était toujours au service de mon père et que c'était elle qui s'occupait du ménage, tout ça. Moi, j'ai intégré que la femme doit prendre en charge la maison, s'occuper des enfants, ne pas prendre de temps pour elle. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans mes accompagnements. Cette croyance, inconsciente, cette conviction que, bah, c'est normal si moi, en tant que femme, après mon travail, je cours, je rentre, je m'occupe des enfants, je fais les courses, je fais à manger, et je vais même pas penser que je pourrais, à un moment, me poser, prendre un thé, ou entre, mon travail et la maison, faire une pause, aller marcher dans un parc pour me retrouver, pour savoir comment je me sens, ce dont j'ai besoin, pour prendre plaisir à ressentir le soleil sur ma peau, être dans une sorte d'urgence de faire ce que je crois devoir faire. Et il y a beaucoup de femmes qui me disent qu'elles ont l'impression d'avoir une sorte de poids sur les épaules, et ça me fait penser, au dessin animé, La famille, Madrigal, que je recommande parfois aux femmes que j'accompagne, de regarder, à Louisa, donc une des sœurs voilà, qui est la plus forte, elle est grande, elle est musclée, elle est solide, et c'est elle qui tient la famille, qui rend service aux uns et aux autres, parce qu'elle a une force aussi, surhumaine, et à un moment, elle dit qu'elle a l'impression qu'elle doit être à la hauteur et forte parce que tout le monde compte sur elle. Voilà, c'est ça, l'image d'elle-même qu'elle s'est construite et qu'on y renvoie, du coup, donc qui est renforcée. Et du coup, elle se voit comme le pilier de la famille, et en même temps, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus, elle a besoin de s'alléger, de se relâcher à un moment, de dire: «Ah bah là, voilà, là, OK, je suis forte, mais à des moments, ben, je me sens moins forte, j'ai besoin de lâcher, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de me de me faire du bien, de me faire plaisir, de me reconnecter à mes besoins, de revenir à qui je suis». Super, merci. Tu en as un peu parlé, mais est-ce qu'il y a des sujets ou des demandes qui reviennent très souvent? Oui. Alors, j'essaie de voir parce qu'en fait, c'est des demandes qui sont comme en arborescence, hein. Ça commence par ça, puis finalement, c'est comme une toile d'araignée. Il y a plein il y a plein de thématiques, hein, qui sont reliées comme ça. Hem, la porte d'entrée, c'est souvent un mal-être global. Je ne sais pas ce qui se passe, je me sens pas bien, j'arrive pas à dormir, j'ai des palpitations, je prends des médicaments, mais ça s'apaise pas. Hem, avec beaucoup de symptômes anxieux, souvent anxio-dépressifs, mais le plus souvent anxieux, avec des pensées anxieuses, répétitives, soit sur les mêmes thèmes. J'ai peur qu'il me trompe, j'ai l'impression que je suis pas, au centre de sa vie, il me voilà, il s'intéresse pas suffisamment à moi, quand il me regarde pas, j'ai l'impression, voilà, donc comme une sorte de broderie autour d'une personne où on interprète, négativement ce qui par rapport à soi, hein, ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Soit c'est plus global, c'est, un sentiment d'incertitude par rapport à la vie, de de peur, anticipatrice, hem, par rapport au travail, par rapport à des projets, par rapport à à des relations. Voilà, c'est, comme une sorte de prisme, sur le monde qui est inquiet, et et heu et parfois les gens prennent des médicaments, mais les symptômes disparaissent,
Il y en a d'autres qui apparaissent, par exemple, de l'insomnie, des choses comme ça. Soit ça disparaît, mais quand ils arrêtent, ça revient. Moi, je dis les médicaments, pourquoi pas, mais derrière, c'est important d'aller voir l'anxiété, les symptômes, ce sont des symptômes. Donc, c'est des symptômes de quelque chose. Donc, on peut traiter le symptôme, la manifestation du symptôme parce que ça nous empêche de vivre, d'aller au travail, de vivre notre vie de famille, etc. Mais derrière, c'est important d'aller voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette anxiété? Qu'est-ce qu'il y a comme croyance? Qu'est-ce qu'il y a comme blessure? Qu'est-ce qu'il y a comme trauma? Déjà pour conscientiser tout ça, pour devenir acteur, parce que c'est bien les médicaments, mais finalement, on est passif. Et ça dure un temps, mais on ne peut pas prendre des médicaments toute notre vie, parce qu'il y a aussi des effets secondaires. Donc, derrière, ça amène, et c'est pour ça peut-être qu'il y a aussi cette difficulté à aller voir le thérapeute, parce que derrière, je vais devoir faire quelque chose. Je vais devoir prendre la responsabilité de faire quelque chose, de faire des changements, de revisiter mes croyances, de me remettre en question finalement. Et c'est pas facile de se remettre en question, parce que j'ai toujours cru que j'étais cette personne avec ses qualités, avec cette image de moi-même que je me suis construite. Et en fait, c'est tout un travail, comme je disais, pour moi, dans la vision que j'en ai, de déconstruction de tout ce que je crois être et d'aller arpenter de nouveaux chemins. Donc, si ce que je ne suis pas ce que je crois être, ou ma relation, ou mon désir, si c'était pas le mien, alors quel est le mien? Et où est-ce que je vais? Et comment je fais? Puisque je ne me suis jamais écoutée. Puisque j'ai toujours suivi ce que m'a dit mon père, ma mère, la société, mon prof, etc. Qui est-ce que je vais écouter aujourd'hui? Comment je vais prendre mes décisions? Comment je vais savoir si je veux aller à droite ou à gauche? Et c'est tout ce travail de déconstruction, mais aussi de retourner vers moi, un mouvement comme ça de retour à soi, pour se remettre à l'écoute de mes vrais désirs. Et ça, c'est vraiment, souvent, c'est pas facile, parce qu'on s'est coupé de cette écoute, et on sait plus ce qu'on veut. On sait plus ce qu'on veut, on sait souvent ce qu'on veut pas, mais à un moment, quand on a nettoyé, ok, mais après, c'est tout un cheminement, ça prend du temps. C'est un chemin de confiance aussi, de me faire confiance et de savoir que je sais pour moi, en fait. Il faut juste déblayer et ça revient. Plus je reviens vers moi et je me demande, tiens, voilà, comment je me sens? Alors, après, il y a le corps qui nous donne des informations. Moi, je travaille beaucoup avec le corps. Quand je pense à ce projet, quand je pense à cette rencontre, quand je pense à ce choix, comment je me sens dans mon corps? Est-ce que ça se rétracte? Donc, on peut prendre par exemple le plexus solaire. Chacun a un peu son. Donc, comme j'enseigne aussi le yoga, j'ai une vision aussi énergétique des choses. Donc, si on parle des chakras, il y a des gens, par exemple, quand il y a quelque chose, quand ils se sentent pas bien, ça fait tout de suite une contraction au niveau du plexus, donc entre le nombril et la poitrine. Il y a des gens, ils ont la gorge qui se serre. Il y a des gens, c'est le cœur, il y a un poids sur le cœur. Donc, on a un peu tous notre zone privilégiée qui est c'est là où ça va réagir. Donc, quand je pense à ça, je me branche là-dessus. Voilà. Dans ces zones-là, est-ce que ça se contracte? Est-ce que ça s'expanse? Prendre le temps, en fait, d'être à l'écoute de nos signaux internes pour savoir si c'est quelque chose. Voilà, ça me fait oui, ça me fait non, comme disent je crois que c'est les Canadiens. Voilà, est-ce que c'est plutôt waouh? Même s'il y a des peurs derrière, parce que je ne l'ai jamais fait, parce que c'est nouveau, la nouveauté, ça fait peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, parce que on ne l'a jamais fait, donc on ne peut pas savoir. Oui, on saute dans le dîner. Donc voilà, c'est naviguer dans ok, il y a cette peur, mais je vais décider que je ne vais pas la laisser choisir à ma place. Je vais faire de la place à qui je suis, à
Puis je vais prendre le temps, peut-être je vais méditer. Moi, je travaille beaucoup avec la respiration consciente pour faire de l'espace dans son corps, mais dans son mental, pour descendre à un autre niveau et peut-être avoir des réponses qui ne soient pas des réponses qui soient de l'ordre de... comment ça s'appelle, de la réponse automatique, voilà, de quelque chose qui est là, hop, même réponse à la même, toujours la peur, toujours la tristesse, ou toujours, on va faire un pas de côté, on va mettre de l'espace à l'intérieur, donc par les pratiques, là, par exemple, ça peut être du yoga, ça peut être de la respiration consciente, de la méditation, ça peut être du balayage corporel, une pratique psychocorporelle, et puis à partir de cet espace-là, on va élargir, on va se poser, on va débrancher le mental et toutes les réponses, le pilotage automatique, qui est basé sur les expériences qu'on a eues avant. C'est comme un ordinateur, il stocke, mais en fait, on ne peut pas savoir puisqu'on ne l'a jamais fait. On ne peut pas calquer une réponse passée sur quelque chose qui est à venir. Et, donc voilà, c'est un travail autour de plusieurs axes. Alors, moi, personnellement, je pense que nous sommes quelques-uns à avoir cette image du psychologue qu'on va aller voir et sur lequel, voilà, on va s'allonger sur un divan et on aura une personne qui nous écoute à parler et on ressort de là, on aura parlé pendant 1 heure, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé et si ça a été utile. Et à t'écouter depuis le début, en tout cas, pour ma part, c'est la première fois que je rencontre une psychologue qui utilise autant d'outils diversifiés et voire même des outils, on va dire, un peu du psychique, de l'ésotérisme. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui avait toujours été, dans ta vie ou c'est quelque chose qui s'est construit, après tes études de psychologie, par exemple? Alors, je dirais pas ésotérique, je dirais énergétique. Est-ce que c'était là ou est-ce que ça s'est construit? Je dirais que c'était en moi, cette, je dirais cette appétence pour des outils qui ne soient pas des outils classiques. Parce que quand j'ai terminé mes études de psychologie, il manquait quelque chose. J'avais eu des techniques, mais qui étaient techniques, comme tu disais, plutôt d'écoute, de reformulation, qui mettaient en jeu la parole et puis peut-être un peu les croyances, donc tout l'aspect cognitif. Mais moi, ça ne me parlait pas, moi, c'était pas mon truc, quoi. Et c'était pas assez riche et c'était pas assez. Puis il y avait des querelles de clochers, il y avait ceux donc les thérapies cognitives, c'était pas en accord avec la psychanalyse. Et pour moi, en fait, moi, c'est une thérapie plutôt intégrative ou holistique. Moi, je prends tous les outils, alors pas n'importe quoi, hein, ceux que j'ai moi-même utilisés et pour lesquels j'ai observé une efficacité. Et voilà, ceux qui m'inspirent et, pourquoi pas avec telle personne qui n'arrive pas à parler, on va utiliser plutôt la thérapie pour le début peut-être ou une partie, la thérapie à médiation artistique. Il va pouvoir faire sortir ce qu'il ne peut pas faire sortir par les mots, peut-être parce qu'il a vécu des choses dans son passé ou parce qu'il a été dénigré. On disait ah là là, mais franchement, tu sais pas parler. À chaque fois qu'il parlait quand il était petit, voilà. Donc il va pouvoir mettre ça sur un support qui soit pas voilà verbal, ou bien je sais pas moi. Les huiles essentielles, ça peut venir apaiser. Par exemple, on parlait d'anxiété tout à l'heure. Il y a des gens que j'accompagne qui ont des épisodes anxieux, avec des bouffées anxieuses. Qu'est-ce que je fais? Hop, ben voilà, je dégaine mon flacon de lavande, lavande fine ou de une autre petit grain de bigarade ou ylang-ylang, et puis voilà, hop, ça me permet de réguler le système nerveux parce que ça va directement
dans cet espace-là par la voie olfactive et hop. Et puis derrière, ça peut être une trousse de premier secours et puis derrière, on va pouvoir, aller, proposer une pratique de respiration consciente qui va, réguler le système nerveux en, hem, rééquilibrant le système, alors il y a deux voies dans le système nerveux, autonome, donc c'est tout ce qui gère, les fonctions, autonomes, c'est-à-dire, bah, la digestion, la respiration, le battement cardiaque, toutes ces choses pour lesquelles on n'a pas besoin de réfléchir pour dire: «Bah, voilà, j'inspire, j'expire ou je fais battre mon cœur». C'est automatisé et c'est tant mieux. Bah, dans le système nerveux autonome, il y a 2 branches. Il y a le système nerveux sympathique qui régule, qui est en lien avec l'activité, avec le dynamisme, avec le fait, voilà, on se lève, c'est un peu, l'accélérateur. Et puis il y a le système nerveux parasympathique qui lui gère, bah, tout ce qui est un peu le frein, c'est-à-dire, la tranquillité, l'expiration, on se dépose, on relâche, on se calme. Et donc toutes les techniques de respiration consciente, elles vont amener à une régulation entre ces 2 systèmes et bah, souvent quand on est en état d'anxiété ou, de peur ou d'angoisse, hein, il y a le système, la branche de l'accélérateur qui est, vraiment, bah, c'est comme si on ne pouvait plus enlever le pied de l'accélérateur et on va relever, donc pouvoir avec remonter le frein et relever le pied de l'accélérateur. Donc réguler ces 2 parts en réactivant le système nerveux sympathique. Donc en fait, ta question c'était, est-ce que c'était là avant ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? C'est venu au fur et à mesure, d'abord pour moi, pour réguler une anxiété qui était assez, importante, heu, qui s'est, manifestée, qui était assez, massive au début. Et donc voilà, moi je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais pas prendre des médicaments, je vais pas hem, remettre mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau?» Donc j'ai essayé plein de choses et je me suis fait comme une sorte de trousse et il y a des choses qui m'ont plu mais que j'ai pas gardées et puis il y a des choses qui m'ont je me suis dit: «Waouh, je vais les garder, je vais les partager» et donc quand j'ai terminé mes études de psycho, je me suis dit: «Bah, moi, j'ai des choses, mais moi, ça me suffit pas, ça me va pas, puis je veux pas devoir dire: "Ouais, moi, je suis, cognitiviste, moi, je suis, psychanalyste". Non, moi, je veux pouvoir tout prendre et pouvoir, faire ma petite cuisine, ma recette et dire: "Bah, voilà, pour cette personne, là, je ressens ça, il y a besoin de travailler là-dessus et puis peut-être là-dessus et puis pour tel autre", voilà. En combinant ces différents éléments et tu disais que tu avais cette image de: «Bah, voilà, j'arrive, je parle, après je ressors, je sais pas trop ce qui s'est passé». Ben, moi, les gens avec que j'accompagne, c'est des alliés. D'ailleurs, je les appelle pas les patients ni les clients. J'ai pas encore trouvé le mot vraiment qui me plaisait, mais bon, voilà, je dis que c'est les personnes que j'accompagne parce qu'elles ont leur part. Elles sont actrices de leur, chemin, heu, de leur transformation, et parfois, il y a des gens qui me contactent et qui me disent, il y a une dame l'autre jour qui m'a appelée et elle m'a dit: «Ben, voilà, hein». Je lui dis: «OK», on a pris rendez-vous. Première séance, elle me dit: «Voilà, j'étais accompagnée par quelqu'un, mais bon, ça s'était terminé, je ne sais plus pourquoi». Et elle me dit: «Voilà, ce monsieur me donnait des conseils». Je lui dis: «Ben, moi, je ne vais pas vous donner de conseils». Pourquoi? Parce que le conseil que je peux vous donner, heu, le conseil que j'ai, il serait bien pour moi. Il serait pas bien pour vous. On peut pas donner des conseils, heu, comme on donnerait des médicaments à tout venant. Parce que déjà, je suis pas là pour donner des conseils, je suis là pour accompagner les gens, pour les amener eux-mêmes à trouver le levier, les leviers de changement, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent à aller découvrir aussi des fois, des expériences qu'ils ont vécues ou revisiter ou parfois, eh ben, il y a des gens qui se souviennent de choses qu'ils avaient oubliées, des événements traumatiques et à force d'aller creuser, d'aller voir, hop, ah ben, moi j'avais oublié, amnésie traumatique, hop, on revient, ah ouais, lumière dessus, qu'est-ce qu'on en fait? OK. Mais je peux pas donner des conseils parce que ce serait pas juste, parce que ça voudrait dire que je prendrais le pouvoir aussi sur les gens.
Et elle me dit, ben voilà, il me donne des conseils. Et elle attendait. Il y a des gens qui viennent et qui sont dans l'attente parce que, comme tu disais, ben voilà, un peu comme j'ai mal à la tête, hop, ben voilà, tu vas chez le médecin, hop, il te donne un cachet. Mais c'est pas comme ça parce que je suis pas dans leur histoire, parce que je suis pas dans leur vie, parce que je sais pas ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu les choses, est-ce qu'ils ont besoin d'aller. C'est différent d'une personne à l'autre. Et je peux les accompagner, je suis là en soutien, je leur propose des exercices, des pratiques de séance en séance, parce que ben, une séance, 1 heure, ok, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à ces mêmes pensées ou à ces mêmes accès d'angoisse? Il faut pouvoir pouvoir faire des choses par soi-même. Donc je suis allée voir après mes études des techniques qui moi me semblaient complémentaires. De par ma formation et personne que je suis, j'ai aussi comment dire, une vision scientifique hein, de mon accompagnement. Je vais aller voir la validité scientifique des outils que j'utilise et je m'informe tout le temps sur voilà, les dernières études. Voilà. Je reste à jour dans cette curiosité, cet esprit scientifique, mais je pense que ça peut se coupler avec d'autres outils. Tu parlais de pratique. Est-ce que tu aurais une pratique ludique et créative à partager à nos auditrices pour les aider justement à lever ces leviers de changement, à relever le défi d'être soi? Ludique, c'est bien ça, ludique et facile. Ouais. Alors, des pratiques ludiques. Ouais, alors, ce que je propose souvent et ce que je me propose souvent, c'est de prendre du temps dans la journée. Alors, on peut mettre son téléphone à sonner quand on est trop pris, hein, qui est mis ouais, je suis trop prise. Voilà, 3 fois par jour, ou 4, je ne sais pas. On peut mettre des sonneries et se dire, ben voilà, hop, ah ben, ça sonne, je m'arrête. Je prends une respiration consciente, une belle inspiration, une belle expiration par la bouche, peut-être 3 fois, pour me recentrer. Et je me pose cette question, comment je me sens? Comment je me sens dans mon corps? Ah ouais, j'ai mal à la nuque. Ben voilà, j'étais tellement dans le faire, dans le travail, les interactions, j'étais à l'extérieur de mon corps que j'avais même pas remarqué. Ah ouais, je vais me masser un peu. Ah, j'ai mal au ventre, ben, je peux faire un petit massage en rond, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour du nombril, de plus en plus, avec une amplitude de plus en plus grande. Ok, donc comment je me sens? Première chose, dans mon corps, mais aussi dans ma tête. Ah oui, je me sens un peu en colère. Pourquoi je me sens en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, parce que j'ai eu une conversation avec ce collègue et voilà, conscientiser un peu comment on sent, revenir à soi et se dire, ah ben voilà. Et la deuxième question, de quoi j'ai besoin? Comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Ah, peut-être j'ai besoin de me dire, écoute, ça va aller, de me réconforter. J'ai besoin de me faire un petit automassage sur le bras, sur le visage. J'ai besoin d'aller boire. J'ai besoin de faire une pause, de sortir. J'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai besoin de comment je prends soin de moi à partir de comment je me sens. Donc ça c'est un. Le deuxième, ça pourrait être une technique de respiration consciente. Alors j'en ai pas mal que j'utilise. Ça pourrait être juste la respiration du ha. Donc on inspire, on expire par la bouche et on fait du bruit 3 fois ou plus. Et ça permet c'est comme un pantin, le ha. Ça permet de relâcher. On peut visualiser un ballon qui se dégonfle et quand il se dégonfle, de cet air qui sort les tensions physiques, psychologiques, toutes les attentes que je me mets sur moi, la pression, tout ce que j'ai sur les épaules. Et une troisième
Une troisième, ça peut être, est-ce que je peux penser à 3 ou 4 choses, événements, personnes pour lesquelles je me sens reconnaissant? Quand on se sent, on a l'impression que dans notre vie, rien ne va. Voilà, se rebrancher sur quelque chose de lumineux, voilà. Là, maintenant, souvent, je propose de faire le soir avant de se coucher, au moins 4 choses parce qu'ils me disent: «Ah mais 4 c'est dur». Oui, mais justement, parce que 2 c'est facile, mais 4 quand on a vraiment vécu des journées, on a l'impression que c'était une journée, mais vraiment qui était la pire journée, bah, de notre vie, on a l'impression que rien n'a été, ben voilà, on va essayer d'aller mettre le curseur, l'attention vers là où ça a été. «Ah mais j'ai pris une douche chaude, ah c'était délicieux. Ah mon thé, ah il y a eu du soleil, j'ai entendu des oiseaux», voilà. Ça peut être des choses très, très simples. Super, merci. Comment sont rythmées tes journées? Est-ce que tu as une journée type avec des actions qui se répètent? Alors je t'aurais répondu oui jusqu'il y a quelques mois et aujourd'hui j'essaye d'être encore plus à l'écoute de mes élans. Hem, donc de me laisser porter par, ce qui vient d'instant en instant. Alors c'est oui et non, parce qu'avant j'avais une routine qui était, pendant 1 heure, je fais ma méditation, mon yoga, des affirmations positives, donc mantra, heu, respiration consciente, voilà, toute une pratique. Et puis le soir, quand j'ai fini ma journée, je vais marcher pour, déposer tout ce que j'ai, moi, tout ce que j'ai pris en tant que thérapeute et puis voilà, déposer dans confier à la terre. Et maintenant, c'est plutôt des parties, voilà, bah, par exemple, bon, la méditation, c'est tous les jours, mais ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 30 minutes. J'ai remis les mantras, dans, dans ma pratique quotidienne parce que je sens que j'en ai besoin, donc des sons chantés, des phrases, des sons chantés et puis du yoga parce que, le yoga, ben, ça veut dire union. Et pour moi, vraiment, c'est une pratique qui permet de me rassembler. Voilà, ça me à tous les niveaux, émotionnel, corporel, énergétique et donc je dirais, des pratiques qui me font du bien, plus autant qu'avant, mais et dans l'écoute de ce dont j'ai besoin dans le matin. Est-ce que en tant que thérapeute, tu as un outil favori pour t'aider dans ton organisation? Non, j'ai pas d'outils. J'écris par contre, je reste à jour et comment pourrais-je dire? Je dirais pas organisée, mais je suis, régulière. Je fais les choses au fur et à mesure. Que ce soit la facturation, que ce soit voilà. Je vais mettre à jour, pour pas, arriver à un endroit où je me dis, «Je me sens débordée». Je passe à la, question tabou Mmh. qui est: quel être surnaturel incarnes-tu? Quel être surnaturel tu incarnes au quotidien et qui t'aide dans tes consultations? Alors ça me vient comme ça et je fais de l'espace à justement à ce qui vient comme ça aujourd'hui dans ma vie. Quand tu as dit ça, j'ai vu un dragon. Mmh. J'ai vu un dragon, hem, un beau dragon, fort et puissant, heu,
Donc, c'était quoi? Qu'est-ce que j'incarne et qui m'aide dans mes consultations? Mmh. Ben voilà, ben, c'est le dragon qui s'est présenté. Le dragon, je l'associe là à de la force, de la puissance. Et le dragon, il a aussi des, des capacités de guérison, de transmutation, d'alchimiser les blessures en guérison, l'ombre en lumière. Voilà, c'est ce qui me vient là. Super. Où en seras-tu dans 5 ans dans ton chemin de vie? Dans 5 ans. Dans 5 ans, je ferai des cercles de femmes. J'animerai des cercles de femmes dans la nature, en extérieur, avec des rituels peut-être autour des 4 éléments, des 4 éléments. Il y a même 5 parce qu'il y a l'éther, en un seul mot. Et ce qui me vient là, c'est plus de liberté. Voilà, je vois quelque chose de très... j'ai vu des ailes, quelque chose d'aérien, Donc, avec les femmes, des activités avec les femmes, parce qu'en plus de mes consultations, j'organise aussi des ateliers autour du yoga, autour de créer, pas dans l'objectif de la beauté, mais d'exprimer qui l'on est, de découvrir qui je suis. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui m'inspire beaucoup. Les couleurs, la création, faire sortir quelque chose de soi, dont on n'a peut-être même pas conscience. Il y a juste l'intention de lâcher prise, et puis de voir ce qui vient. Et ça me plaît. Donc dans 5 ans, j'aimerais être dans ce mouvement d'accompagner peut-être davantage avec ce médium-là. Je passe à la question girly, qui aujourd'hui sera toute simple, à savoir, tu nous en as parlé, as-tu un mantra ou une incantation qui t'inspire et que tu te répètes tous les jours? J'en ai plusieurs en fonction de mes besoins, de comment je me sens. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est « Je laisse mon cœur me guider » pour descendre. Quand oui, mais non, mais oui, hop. Je laisse mon cœur me guider. Une citation, une phrase de Christophe André, « Fais de ton mieux, mais n'oublie pas d'être heureux ». Pour enlever toutes ces pierres, tout ce poids, tous ces je dois, et il faut, voilà, ok, je fais de mon mieux, mais voilà, ce petit thé, est-ce que je me l'accorde, ce temps de connexion avec moi, où je me fais plaisir, voilà. Donc, fais de ton mieux, n'oublie pas d'être heureux. Et puis un troisième, l'univers me guide et me soutient à chaque instant. Merci pour ce partage. Je sonne la fin officielle de cet épisode avec une nouveauté dans ce podcast. Vous me direz, chères auditrices, ce que vous en pensez. Je conclus désormais mes épisodes avec le portrait, tout simplement une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour. Parce que de se connecter et de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens, et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors c'est parti, mode reçoit ma description intuitive. Mode, je perçois de toi une sagesse chamanique, un être entre deux mondes qui reçoit les messages venus d'ailleurs, comme une écoute active des ultrasons.
Maud entend tout, elle sait, elle ressent, elle transcende les énergies en paroles pour guider les autres, l'autre vers son fleuve d'origine, sa source. Un peu comme le ferait une passeuse d'âme. Je perçois un minéral précieux, ancien, ancré dans la terre, chargé des souvenirs des pyramides, entre déesses du désert et charmeuses de serpents. Un subtil mélange des sels de la vie de ce monde. Merci Maud d'avoir accepté mon invitation. Où peut-on te retrouver? Alors d'abord, je te remercie pour ce portrait qui résonne beaucoup. Alors me retrouver, alors je suis pas trop, réseaux sociaux. Alors vous pouvez me retrouver par contre, on peut me retrouver sur mon site, qui s'appelle Accueillir sa lumière, .wordpress.com que je vais, remettre à jour, où il y a les activités que je propose, les stages, que je vais remettre aussi en mouvement. Et puis, ben, je propose, aussi sur YouTube des petites vidéos, pour partager des techniques justement, de mieux-être. Donc c'est des respirations conscientes, il y a des vidéos sur les accords Toltec, sur, la marche afghane, voilà, tous les outils qui peuvent nous faire du bien, simples, hein, et rapides pour nous faire du bien au quotidien. Et c'est le pseudo de Célène, voilà. Merci. Souhaites-tu ajouter quelque chose que nous n'aurions pas abordé durant cet échange? Ah moi je dirais que la boucle est bouclée, hein. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. J'ai passé un excellent moment. J'espère que toi aussi. Merci beaucoup, Maud. Merci pour cette aventure.